une petite présentation des enjeux de politique énergie, parce que les questions évidemment de l'avenir de Fessenheim sont inséparables des questions de politique de l'énergie, avec une vidéo qui sera assez courte, et aussitôt après, je passerai la parole à Marie-Claire Cailleteau, responsable syndicat national de la Fédération des mines et de l'énergie CGT, et qui est à mes côtés, et également présent Guy Cléraud, qui, toujours pour la Fédération des mines et de l'énergie CGT, suit plus particulièrement les centrales nucléaires, et donc est bien au courant de ce dossier, comme de tous ceux concernant le nucléaire et l'énergie. Alors, dans un premier temps, donc, Jean-Luc. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais lever comme ça vous verrez, c'est plus simple. Ça vous évitera de faire comme ça. Bien, donc tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à Fessenheim, dans cette salle des fêtes mise à disposition par la commune de Fessenheim, pour ce débat sur l'énergie qu'on veut pluraliste, le plus large possible. L'objectif de ce soir, c'est d'avoir un échange avec vous sur tous les sujets possibles et imaginables concernant l'énergie. Alors, bien évidemment, on n'arrivera pas à tout aborder ce soir, parce que le sujet est vaste, très vaste. On s'est fixé l'objectif d'avoir environ 2 heures de débat. Et puis, ensuite, vous pourrez, derrière les panneaux qu'on écartera, vous resterez un petit peu, puisqu'il y a un apéritif dînatoire de prévu. Voilà, donc je voudrais saluer les personnes qui sont présentes dans la salle. D'abord, excuser Madame Stich, qui est retenue pour un impératif municipal, mais qui est représenté par un de ses adjoints, M. Eric Schrein. Ensuite, je vous les donne telles que je l'ai sur ma feuille, parce que je n'ai pas fait de hiérarchie dans les présentations, je les ai prises un petit peu comme c'est arrivé. Donc je voudrais saluer M. Christian d'Europe Écologie Les Verts, qui représente Mme Jamila Zoni, candidate dans la 5e circonscription, M. Omé Antoine, qui est candidat PS dans la 4e circonscription. Bien sûr, je ne vous représente pas Marie-Claire Cailleteau, qui vous a déjà été présentée, ainsi que Guy Cléraud, qui vient de vous être également présenté. Nous avons également dans la salle Jean-Claude Lucas de IED, Institut Études et Développement. Monsieur le maire de Bloesheim, François Béranger, est également présent parmi nous. Nous avons la présence de Madame Parmentier-Aline, qui est représentante du Parti communiste français du Haut-Rhin. Monsieur également Audimus, qui est également présent parmi nous, qui est le président de la communauté de communes Essor du Rhin. S'il y a d'autres personnes présentes, chargées de représenter des personnes en particulier que j'ai oubliées, je vous prie de bien vouloir m'excuser et de vous signaler auprès de moi, de façon à ce que je puisse prendre note pour nombre de personnes. On essaiera de faire un petit compte-rendu qu'on communiquera le plus largement possible de cette réunion de ce soir. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce soir, le débat se veut le plus large possible pour que nous puissions aborder très largement les questions d'énergie. Et comme ça dit tout à l'heure, les questions d'énergie sont indissociables d'une des propositions du candidat du président de la République, qui donc est la fermeture de Fessenheim. Cet objectif se veut être dans le quinquennat. Nous pensons qu'un certain nombre de choses qui ont été dites ne sont pas tout à fait justes vis-à-vis de la position avancée par le président de la République, et nous avons un certain nombre d'éléments qui vont à contresens de cette proposition et qui doivent, nous pensons largement à la Fédération nationale de mines et d'énergie, permettre à l'ensemble des citoyens français de s'approprier la question de l'énergie et de bien comprendre quels sont les enjeux d'aujourd'hui, en ce moment, mais aujourd'hui, demain, et également après-demain, parce que cette question va plus loin que ça. Voilà, juste une petite précision, je passe la parole à Marie-Claire. Monsieur Omé aura, entre guillemets, le privilège d'une des premières interventions, puisqu'il a déjà une réunion publique et devra nous quitter assez tôt dans la soirée.
Donc c'est pour permettre à l'ensemble des composants de pouvoir s'exprimer. Voilà. Merci. On va donc passer d'abord le film et tout de suite après Marie-Claire. On ne gêne pas là? Non, c'est bon ça. Parce que toute l'économie dépend de l'énergie, en particulier l'industrie, et que d'autre part, nous sommes un pays qui n'a jamais eu d'indépendance énergétique, qui a toujours eu importé son pétrole, son gaz, une bonne partie de son charbon, ce qui fait qu'il s'agit d'un enjeu à la fois industriel et aussi financier. C'est un enjeu majeur parce que c'est un enjeu planétaire. Au niveau de la consommation d'énergie mondiale, on consomme essentiellement ce qu'on appelle les énergies de stock, c'est-à-dire essentiellement les combustibles fossiles. Ce sont donc des réserves limitées, des ressources limitées. Et actuellement, la consommation est surtout assurée par les pays riches, il faut bien le dire, mais il y a des pays qui arrivent, qui ont des croissances fortes, les pays émergents, la Chine en premier, qui ont des besoins légitimes et qui ont une fonction sur ces ressources qui est très forte, avec pour conséquence cette espèce de compétition offre-demande qui fait que les prix, en particulier du pétrole, risquent d'augmenter très fort. Pour moi, il y a trois dangers en termes énergétiques. Le risque nucléaire parce qu'il n'est pas temps, le réchauffement climatique parce qu'il s'avère, même les climato-sceptiques baissent le ton sur le sujet, et enfin le troisièmement, il faut quand même bien de l'énergie pour tout le monde, et y compris pour les plus pauvres, que ce soit en France ou dans le monde. Et donc ce système est soumis à des contraintes économiques, de réserve, climatiques, de risques qui font que c'est à peu près évident qu'il faut modifier profondément notre système énergétique. La pire des situations, c'est le manque d'énergie, car alors c'est la guerre. Depuis la guerre du feu, juste la guerre d'Irak. Donc moi je préfère c'est clair, je préfère qu'on fasse du nucléaire parce qu'on peut l'assumer et qu'on laisse la place aux pays les plus pauvres pour se approvisionner en énergie indispensable pour eux. By the company that oversees the Fukushima nuclear power plant known as TEPCO. 炉心溶融が起きている可能性があります。問題 Un des bâtiments de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a purement et simplement explosé. À votre avis, quel est l'effet de l'accident nucléaire de Fukushima après celui de Tchernobyl sur le débat énergétique? Dans un pays comme le nôtre qui a choisi le nucléaire, un incident ou un accident à l'extérieur a forcément des conséquences sur le débat, peut-être même sur les choix. Donc l'accident de Fukushima, comme celui de Tchernobyl, son nuage, etc., tout est dépendant et interdépendant. Et même si le point de départ est une cause, je dirais, naturelle, anormale, tsunami, tremblement de terre, on sait que la nature de l'accident est liée à la nature même des réacteurs, à la perte de refroidissement du réacteur. Et ça s'est produit dans un pays qui est considéré comme l'un des grands pays du point de vue de la technologie. Et donc ça a ébranlé, et en plus l'information a été plus rapide que par rapport à Tchernobyl. Et donc ça a quand même ébranlé, je dirais, la conscience occidentale qui a à peu près les mêmes types de réacteurs. Il y a un temps de réflexion, un temps de maturité en quelque sorte dans le monde entier qui modifie un certain nombre de choses, notamment du point de vue des règles de sûreté, mais qui, de mon point de vue, ne peut pas remettre en cause le développement du nucléaire à l'échelle mondiale. Vous voyez bien que les Allemands, les Belges ont décidé qu'ils arrêtaient ou qu'ils arrêteraient un jour ou l'autre le nucléaire. En France, non. Il semble bien qu'aux États-Unis, ça reparte. Les Tchèques, c'est la même chose. Donc, les besoins énergétiques sont tels que ce n'est pas forcément un incident ou un accident extérieur qui peut influer. Donc, il y a à la fois ce côté prise de conscience d'une catastrophe qu'on ne croyait pas possible en fait, et puis un certain nombre de pays, et dont l'Allemagne est en tête, je dirais, qui décident de changer de cap en disant bon, finalement l'avenir de la planète n'est
apprécié que ce débat soit un petit peu moins, disons, affectif et par moments irrationnel. Sur l'énergie polémique à cause de la présence nucléaire. Les réactions nucléaires sont des phénomènes complexes du point de vue physique, difficilement compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas fait de physique, dont les effets peuvent être immédiats, dans le cas du monde, mais dont les effets peuvent être retardés considérablement au travers des rayonnements ionisants, et donc tout cela fait peur. C'est quand même assez particulier à la question nucléaire. Peut-être pour deux raisons. L'une, c'est que c'est une question qui est quand même restée très peu ouverte. Si vous voulez, c'est très masqué, on avance masqué. Il y a moyen de s'informer. Aucun problème. Par contre, le traitement médiatique des problèmes de l'énergie est tellement sommaire, tellement expéditif, que là on ne peut rien expliquer de sérieux. Il y a un petit peu un aspect. C'est bon? D'accord. Alors, Marie-Claire Calto, pour compléter cette présentation. Non, mais juste, moi, ce que je souhaite dire en introduction à ce débat, c'est un petit peu comment nous, enfin, au niveau donc, de la CGT, on aborde ces questions de débat de politique énergétique, hein, puisque on a entamé déjà depuis maintenant plus d'un an des débats dans toute la Confédération, pour arriver justement dans une position sur ce sujet-là. Donc j'entends dans le film qui dit que c'est des débats qui sont compliqués. Moi je pense qu'il faut essayer de les simplifier pour que les citoyens puissent avoir tous les éléments. Et d'ailleurs on va être confronté directement à cette question-là, puisque je crois que le gouvernement qui vient de se mettre en place a dit qu'il lancerait dès l'automne un débat sur les questions énergétiques qui devrait déboucher en 2013 sur une loi de programmation pluriannuelle sur les questions justement énergétiques. Alors nous, à la CGT, ces questions, on les aborde en tant que syndicalistes par le prisme de la réponse aux besoins. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que l'énergie, c'est pas un produit comme les autres. L'énergie, on en a besoin pour se développer, c'est-à-dire que c'est pas uniquement se chauffer, s'éclairer, mais c'est aussi l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès aux soins. Et donc, c'est un produit qui est, enfin, c'est quelque chose qui est particulier. Or, il se trouve que si on fait l'état des lieux de l'énergie dans le monde, on se rend compte qu'il y a quand même 1,6 milliard d'êtres humains sur la planète qui n'ont pas accès à l'électricité et que 80% des ressources fossiles sont, j'allais dire, consommées par 20% des personnes sur la planète. Aujourd'hui, on est à peu près 7 milliards dans le monde. En 2050, on va se stabiliser aux alentours de 9 milliards. Donc ça veut dire qu'il faut que nos sociétés s'organisent pour pouvoir donner le droit à l'énergie à toutes ces personnes-là qui vont arriver et qui ont besoin pour leur développement d'avoir un accès à l'énergie. Alors après, ce qu'on peut constater aussi, c'est que nos sociétés ont basé leur développement principalement sur les ressources fossiles, que ces ressources fossiles, d'une part, elles sont en quantité finie, et que, d'autre part, elles émettent des émissions de CO2 quand on les utilise pour produire de l'énergie. Alors, en quantité finie, ou du moins de plus en plus difficile à atteindre, et en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que nos pays se sont procurés, souvent d'ailleurs de manière peu pacifique. Hein. Très souvent, la possession des ressources fossiles sur la planète a engendré des conflits. Vous regardez les conflits sur la planète, très souvent derrière, il y a du pétrole, il y a du gaz. Et donc, nous, on considère à la CGT que ces ressources fossiles devraient être considérées comme des biens publics mondiaux de l'humanité à gérer collectivement. Puisque nous, c'est des choses qu'on a beaucoup utilisées, et ben on devrait pouvoir les laisser aux pays qui ont besoin de se développer et qui n'ont pas à leur disposition d'autres technologies pour pouvoir avoir un niveau de développement qui leur permette de vivre correctement par rapport à ce qu'on peut espérer dans notre siècle. Donc, nous développons la question. Donc, pardon ? L'uranium aussi, c'est une ressource finie. Oui, j'ai
pas dit le contraire. Non, vous l'avez pas dit. On peut le mentionner aussi. Ah oui, non, j'ai pas dit tous les... Ah non, mais j'ai pas dit... Alors là, on peut entendre parler de toutes les questions. Hein. Bien sûr qu'il y aura des méthodes de ressources finies. Mais là, ce que je constate aujourd'hui, je m'excuse, je me suis mal fait comprendre, c'est que nos sociétés ont principalement assis leur développement sur les ressources fossiles, qui sont le charbon et le gaz. Je crois qu'en disant ça, je ne dis pas de contre-vérité. Également l'uranium pour la France, puisque nous on a beaucoup de nucléaire, mais je veux dire, majoritairement au niveau du monde, le panorama il est là, c'est qu'on utilise beaucoup le charbon et le gaz. Mais il n'y aura pas de souci, on pourra revenir sur l'uranium par la suite. Alors la deuxième question que l'on constate, c'est qu'on suit de très près les travaux du GIEC et qu'on est très attentif aux questions posées par le réchauffement climatique. C'est-à-dire que les spécialistes, enfin les scientifiques maintenant mondiaux nous alertent pour nous dire que si on ne limite pas le réchauffement climatique, on va au-devant de problèmes extrêmement graves pour la planète. Ces problèmes qui seront dus principalement pour des questions d'accès à l'eau ou de montée des eaux. On pourrait citer, je ne veux pas être trop long, mais des tas d'exemples, hein, avec des endroits qui vont être complètement desséchés sur la planète, donc il y aura une migration de population, ou d'autres endroits qui vont être recouverts par les eaux. Un exemple très simple, le président des Maldives dit aujourd'hui à la communauté internationale: je cherche un point de chute pour les 300 000 personnes qui habitent sur les Maldives. Donc ça veut dire que c'est des problèmes qui ne sont quand même pas banals, qui sont posés à la communauté internationale aujourd'hui. Donc nous, cette question du réchauffement climatique, on pense qu'elle est vraiment très importante et qu'il faut qu'on la prenne à bras-le-corps. Donc qu'on limite nos émissions de CO2, donc il y a des accords internationaux pour limiter les émissions de CO2 à 2 degrés, donc les scientifiques nous disent déjà qu'on ne pourra pas y arriver. Vous savez que la décision qui a été prise pour un pays comme la France, c'est ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire qu'on pense que nous, il faut qu'on diminue par 4 nos émissions de CO2. Voilà, donc compte tenu donc, de ce panorama, nous, on développe l'idée que pour arriver donc, à répondre aux besoins, il faut d'une part faire beaucoup de recherche, puisque nous pensons réellement que c'est la recherche qui nous permettra de faire sauter des verrous technologiques et qui nous offrira des technologies qui seront capables de répondre à toutes ces questions-là, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les formes d'énergie qu'on a ont tous des avantages et des inconvénients, donc on pourra détailler par la suite. Donc c'est très important de faire de la recherche. J'insiste là-dessus parce qu'en France, on consacre très peu d'argent aux questions de recherche et c'est quand même un vrai problème. Il faut faire des économies d'énergie de façon importante. Nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des économies d'énergie, alors bien sûr dans des comportements individuels, mais également au niveau de la société. Et ça, c'est des choses lourdes, structurantes, qui s'organisent. Par exemple, c'est des isolations massives de l'habitat. Il faut avoir des plans d'isolation massive de l'habitat, mais il faut le programmer au niveau des métiers, au niveau du financement. Il faut penser à l'urbanisme. Je pense que c'est une aberration d'avoir 2 heures de transport pour aller à son travail, par exemple. Développer les transports collectifs, relocaliser la production. Donc tout ça, ce sont des questions vraiment importantes. Hein. La première question, quand on dit réponse aux besoins, c'est quels besoins et tout d'abord, quelles économies on peut faire justement dans une société telle que la nôtre. Alors après, nous développons l'idée qu'on ne peut pas, a priori, dans le contexte actuel, mettre une forme de production d'énergie de côté. Donc il faut utiliser toutes les énergies. Alors, bien entendu, les pays les utiliseront différemment en fonction de leur histoire, de leur géographie. Il y a des endroits où il y a plus de soleil qu'ailleurs, des endroits où il y a plus de vent, et ainsi de suite. Et donc, chaque pays doit pouvoir développer des filières multi-énergie pour répondre à ses besoins. Et donc, nous pensons que pour la France, le mix énergétique qu'on pourrait proposer, il se baserait, bien entendu, sur les énergies renouvelables. Alors, quand je parle d'énergie renouvelable, je pense bien sûr à l'hydraulique. Donc, on peut revenir aussi là-dessus, je ne veux pas être trop longue, mais parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un projet qui a été mis en place par le gouvernement précédent qui est sacrément scandaleux, c'est l'ouverture des concessions hydrauliques à la concurrence, parce que l'on dit que l'eau c'est un bien public, mais quand on aura tous les opérateurs privés qui seront sur les barrages, ça va être quand même un petit peu compliqué. C'est le solaire et c'est le photovoltaïque et c'est l'éolien. Donc je ne vais pas être trop longue, on peut revenir sur le débat, mais nous pensons que la façon dont ça a été développé précédemment, c'est la meilleure façon pour tuer la technologie. C'est-à-dire que si on veut vraiment
développer ce type d'énergie, il faut le développer en termes de filière industrielle, c'est-à-dire de la recherche à la formation, à l'installation, sur toute la durée de vie, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la politique qui a été menée a conduit à créer des bulles spéculatives, qui sont en train d'éclater d'ailleurs. Par exemple, photovoltaïque, il y a des sociétés qui étaient créées à Neuilly, c'était juste une boîte postale. Ils allaient louer des champs aux paysans, ils mettaient partout des panneaux photovoltaïques sur les toits des hangars, ils réinjectaient l'électricité sur le réseau qui était racheté très cher, au passage payé par les usagers, même ceux qui sont HLM, mal isolés sur leur facture, ils ont une CSPE, contribution au service public de l'énergie, qui en grosse partie provient des énergies renouvelables. Et les panneaux qui étaient assemblés venaient de Chine et produits principalement avec des centrales à charbon. Donc pas beaucoup de valeur ajoutée au niveau des métiers et un bilan carbone douteux. Donc nous on pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire en termes d'énergie renouvelable et principalement qu'il y a beaucoup de progression sur le solaire, que le solaire est une énergie d'avenir et qu'il faudrait mettre le paquet sur la recherche pour pouvoir réellement l'utiliser encore plus par le futur. Ensuite, pour terminer, nous pensons que dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons pas nous passer d'une filière d'énergie nucléaire, puisque c'est une façon de produire de l'électricité sans émettre de CO2, et que par contre, il faut se mettre en situation d'avoir une filière industrielle sécurisée. Ça nécessite des conditions particulières, entre autres, ça nécessite une autorité de sûreté réellement indépendante avec des moyens. Ça nécessite un statut de haut niveau pour tous les salariés, et j'insiste là-dessus, on peut revenir aussi dans le débat, mais nous avons identifié, parce qu'on a travaillé pas mal dans la période sur les évaluations complémentaires de sûreté qui ont été faites, nous avons identifié qu'un des premiers problèmes de sûreté aujourd'hui sur les installations nucléaires françaises, ce n'est pas des questions techniques, mais c'est des questions humaines. C'est le facteur humain le premier problème. Et entre autres, nous considérons qu'il y a une vraie dégradation sur les conditions de travail, l'organisation du travail, et en particulier sur une question qui est essentielle, c'est la question de la sous-traitance. Et la sous-traitance qui non seulement, j'allais dire, est scandaleuse par rapport aux conditions de travail des personnes, mais qui pourrait amener des problèmes de sûreté. Et quand je dis ça, je ne veux pas développer un trou, mais je ne remets pas en cause les compétences de ces personnes-là, bien entendu. Mais par contre, je dis que quand on a un arrêt de tranche nucléaire qui coûte 1 million par 24 heures, quand l'entreprise EDF passe des marchés en essayant de faire pression pour que les entreprises répondent le moins cher possible, quand l'entreprise qui a répondu au marché met la pression sur son salarié pour qu'il travaille le plus vite possible, parce qu'elle sait que s'il a des délais, elle risque de se faire éjecter, le salarié, s'il se rend compte qu'il lui faut 2 heures ou 3 heures de plus pour faire son travail, parfois il ne va pas forcément le faire pour bien le faire. Et c'est ça la question, nous, c'est là qu'on dit que le problème de la sous-traitance est réellement un problème aujourd'hui de sûreté et qu'il faut qu'on s'y attelle tous pour arriver à ce que tous les travaux qui ont trait à la sûreté soient faits par des agents qui ont un statut et que pour les autres, les salariés, aient le même statut, les mêmes garanties collectives que les gens qui travaillent dans la filière nucléaire. Et pour terminer, nous pensons également que la question du nucléaire, mais la question de l'énergie en général, est une question éminemment stratégique. Et que si elle est stratégique, ça veut dire qu'il faut donner les moyens à l'État de jouer son rôle et de pouvoir donner les directions dans ce domaine-là, et que pour ça, ça nécessite que tout le secteur énergétique soit sous maîtrise publique, que ce soit un secteur qui soit sous appropriation sociale. C'est pour ça que nous, on propose que toutes les entreprises de l'énergie en France soient mises dans ce qu'on appelle un pôle public de l'énergie, avec des droits nouveaux pour les salariés, pour les usagers, pour les citoyens, pour qu'ils puissent réellement agir sur les choix de gestion des entreprises, réellement avec des droits de blocage dans le conseil d'administration, avec vraiment des droits nouveaux, c'est-à-dire pour aller plus loin que la propriété des entreprises. Donc nous proposons un pôle public de l'énergie au niveau de la France et nous proposons également qu'il y ait une agence européenne de l'énergie qui soit créée, puisque ces questions-là, elles doivent se coordonner au niveau européen. Alors je ne dis pas enlever la souveraineté des pays sur la politique énergétique, il est normal que chaque pays ait sa souveraineté, mais par contre, on voit bien que les choix énergétiques d'un pays ont des impacts les uns sur les autres. Par exemple, on en reparlera peut-être dans la soirée, la décision de l'Allemagne a un impact sur les réseaux français en termes de transit. Tant que l'Allemagne n'a pas construit ces réseaux qui permettent de rapatrier la production faite par les éoliens offshore en mer du Nord dans la zone sud, là où c'est la consommation,
il y a 1400 km de lignes à haute tension à construire, eh ben, en attendant, ça transite entre autres par les réseaux français. Voilà. Donc les décisions des uns ont des impacts sur les réseaux des autres. Donc on pense qu'il y a des choses qui devraient être coordonnées au niveau européen, en termes d'émissions de CO2, en termes de politique de recherche, en termes aussi de groupement d'achat, pour le gaz ou pour des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on propose qu'il y ait une agence européenne de l'énergie. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai essayé de brosser un petit peu la façon dans la période dont on essaie d'amener le débat. Et après, voilà. Merci beaucoup. Alors, on reviendra sur chacune des questions soulevées, mais peut-être il y a d'ores et déjà sur cette première introduction des personnes qui veulent intervenir. Vous vous présentez pour la communauté débat. Oui, merci. Bonsoir à tous. Jean-Luc Cardozo a eu la gentillesse de rappeler que je devais, avec Cléo Schweitzer, partir un peu plus tôt, et je m'en excuse parce qu'on a une réunion publique. Et je ne peux pas être absent de la réunion que j'organise moi-même. Mais je tenais à être ici ce soir pour ce débat. Alors, simplement, d'abord, premier point, saluer bien sûr l'ensemble des personnes présentes. Et cette salle est bien remplie, c'est important. Remercier la CGT d'organiser ce débat, parce que je pense que c'est bien. Et un vrai débat, parce qu'il y a des points de vue différents, ça aussi. C'est un échange de positions différentes qui va avoir lieu, j'en suis sûr, dans le respect, dans l'écoute. Ça ne veut pas dire effectivement que les gens vont se convaincre, mais rien que d'échanger, de débattre, je crois que c'est enrichissant. Donc c'est une initiative tout à fait de qualité, je voulais dire. Alors, puisque je représente le Parti Socialiste, vous dire quelle est notre position par rapport à ce sujet. Alors, premier point, c'est qu'effectivement, il y a eu dans le programme du Parti Socialiste non seulement la question du centre de production de Fessenheim, mais il y a des éléments plus larges. Nous considérons, premièrement, c'est dans le cadre du débat, que la politique énergétique de la France, c'est un sujet national important, et que ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire différents modes de production, doit évoluer. Donc je me mets dans une logique nationale, c'est le sens de votre débat, et nous pensons, nous, effectivement, qu'il faut diminuer la part de la production d'énergie nucléaire et augmenter les énergies renouvelables. Aller vers un nouvel équilibre. C'est dans ce cadre-là que le président de la République, qui n'était pas encore président, a fixé l'objectif, qui est le suivant, c'est que dans le même temps que nos voisins feront effectivement cette sortie du nucléaire, nous allons diminuer de même montant. C'est donc un effort considérable qui devra s'étaler longtemps. Première idée. Donc un nouveau mix énergétique avec plus pour les énergies renouvelables et le nucléaire qui diminue. Deuxième idée, EDF pôle public. La privatisation insidieuse qui a été évoquée, nous ne l'acceptons pas et donc nous pensons effectivement qu'il faut redévelopper un pôle public fort. Là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Parce qu'il y a aussi des risques, et puis parce que derrière, l'État doit assumer ses politiques publiques. Donc ça, c'est très important. Et nous le ferons. Troisièmement, le débat sur l'énergie. Oui, vous avez bien voulu le rappeler, Madame Kaito. Il y aura un débat sur l'énergie qui sera engagé dès l'automne, qui durera 6 mois, avec une loi de programmation pluriannuelle. Donc au-delà de la situation de la centrale, on est ici à Fessenheim, il y a des éléments de politique nationale. Dernier point, pour être très synthétique, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui voudront intervenir, je ne veux pas occuper trop longtemps la scène, d'autres doivent également intervenir. Sur la centrale nucléaire, quelle est la position? Elle est la suivante, c'est de dire, premier point, effectivement, le président de la République a pris un engagement qui sera évidemment tenu, je le redis. Deuxièmement, il veut que ça soit exemplaire, cette reconversion, ça il l'a dit également, j'étais présent avec lui lorsqu'il a rencontré les syndicats de Fessenheim, il y avait Jean-Luc Cardozo, Guy Klein et bien d'autres qui étaient là, ils étaient nombreux, hein. Et ça suppose effectivement le maintien des emplois, la reconversion industrielle et l'attention portée au territoire qu'il ne faut pas oublier. Enfin, les choses ont changé. Dernier point, on n'est plus dans le contexte du débat présidentiel. Le président de la République est là. Je crois que ça change la donne. Pour nous, la question n'est plus tant sur le choix que sur la façon de faire. Et nous, on a proposé une méthode avec un groupe de travail, avec toutes les parties prenantes, y compris les syndicats, y compris les élus locaux, pour préparer cette reconversion. C'est une méthode participative et collégiale qui devra s'engager après les élections législatives. Et je crois enfin que, à mon avis, et c'est ce que je ferai, les citoyens en décideront,
Si je devais être en situation, eh bien je m'investirais fortement pour porter avec toutes les parties prenantes cette démarche collégiale. Je pense d'ailleurs qu'on arrivera à des meilleurs résultats par un travail en commun, au-delà de nos différences légitimes, que par une situation qui serait une situation de blocage. Donc moi je crois que la réunion de ce soir, elle est excellente sur le fond. Elle nous met dans cet esprit de dialogue au-delà des différences, et c'est cette méthode-là qu'il faudra mettre en œuvre. Et encore une fois, l'engagement du président de la République, eh bien, il sera tenu, mais ça n'empêchera absolument pas le dialogue, la méthodologie collégiale et l'attention portée aux salariés qui font un travail remarquable, au territoire et à toutes les parties prenantes, dans la diversité de leurs opinions, qu'ils soient pour le nucléaire ou contre. Tout le monde doit être entendu, tout le monde doit être respecté. Voilà, je voulais le redire, parce que ça me semble important. Il y a le fond, il y a l'engagement, mais la forme sera également importante. C'est ce que je voulais préciser. Merci. Merci. Tout d'abord, je poserai la question sans malice, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'engagement d'Arrête Fessenheim et certains autres engagements du président de la République, mais ça sera l'occasion de revenir dans le débat. Mais en attendant, je passerai la parole à quelqu'un d'autre dans la salle. Bonsoir, je suis salarié de la centrale nucléaire de Fessenheim, tenu à m'adresser à M. Homé, qui représente le Parti Socialiste. Je pense que j'étais présent à la réunion de l'ALICA, qui se présente à la 4e circonscription, où il y avait aussi un député européen qui n'a cessé de dire qu'il fallait investir pour l'emploi. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose qu'on a dans les médias, c'est plan social, plans sociaux, licenciements. EDF, aujourd'hui, c'est la seule entreprise qui embauche de nos jours. Je ne sais pas ce que vous voulez encore chercher. Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire que d'essayer de reconvertir les gens qui travaillent à Pôle emploi? Parce qu'il serait peut-être temps que vous travailliez pour les gens qui sont à Pôle emploi, leur donner un emploi, ou peut-être que la dépénalisation du cannabis, ça nous fera peut-être passer la pilule. Je suis aussi à l'intervention que j'ai vraiment appréciée. L'intervention du Parti Socialiste, moi, elle me fait penser, vous savez, ça se fait encore en Amérique du Sud, quand un troupeau doit traverser un gué sur l'Amazone, on sacrifie une vieille vache pour que les piranhas se regroupent autour d'elle pour laisser passer le troupeau. J'ai l'impression qu'on est en train de se planter de manière quasi populiste, en considérant qu'il n'y a pas d'autre solution que de laisser Fessenheim, de jeter Fessenheim en pâture à tous les opposants au nucléaire pour ensuite essayer de construire une politique énergétique qui tourne une page vis-à-vis du nucléaire. Alors d'abord, moi je vais vous rappeler que la France, elle est quand même dans une situation spécifique avec son nucléaire. Premièrement, je crois que le nucléaire en France, c'est pas le nucléaire qu'on rencontre ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. C'est le nucléaire il est propre, hein. Par toute une nation d'ingénieurs, de chercheurs qui sont les héritiers de Pierre Marie Curie et de Joliot-Curie. On est une nation de chercheurs qui avons fait avancer les technologies et notamment celle du nucléaire. C'est un nucléaire qui est maîtrisé dans l'intérêt national. Par exemple, le débat démocratique a été forcé. Tu parleras quand tu auras la parole. Par une entreprise qui ne cherche pas le profit, par une entreprise qui cherche à répondre aux besoins d'une nation. Si on ferme Fessenheim, il faut savoir que dans le bilan carbone, on est tous en train de s'inquiéter du bilan carbone, c'est 10 millions de tonnes de gaz carbonique qui seront émis si on remplace la production nucléaire de Fessenheim par une production d'une centrale classique, comme on le prône notamment en Allemagne, comme les Japonais sont en train de le faire au niveau du Japon à la place de leur centrale nucléaire. Il n'y a rien de logique, il n'y a rien d'intelligent qui milite en faveur de la fermeture de cette installation
qui vient de recevoir les agréments de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y a des travaux de mise en œuvre, de mise à niveau qui vont être réalisés. Donc il faut qu'on tourne une page avec les intégristes du retour aux cavernes. Les Faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Faudrait arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Pas longtemps. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse avoir un débat serein et respectueux. Ça veut dire, ça veut dire que la résolution... Faut le dire au monsieur là. Faut le dire au monsieur là. Que si on s'interpelle, je m'excuse, mais moi je fais ça fait un an, j'ai fait vraiment un tas de débats. Avec, il y avait beaucoup de gens anti-nucléaires dans les salles, Europe Écologie, tout ça. Ça s'est toujours très bien passé. Parce que je pense. Je ne prends pas le personnage là dans la salle. Non, mais parce que je pense qu'il faut qu'on se respecte et qu'on s'écoute. Après, l'idée, c'est pas forcément de se convaincre. L'idée, c'est que chacun pose ses arguments jusqu'au bout. Bon, moi, par exemple, quand on me dit, j'ai essayé justement de poser le débat de manière large. Pas en pour ou contre le nucléaire, parce que nous, on n'avons pas de cette façon-là. Très sincèrement, nous, la CGT, si on nous dit que demain, on peut se passer du nucléaire et produire de l'électricité, de l'énergie, sans émettre de CO2, à un coût qui permet qu'on le fournisse à tout le monde et qu'on continue à avoir une industrie compétitive, ça ne nous pose aucun problème. Je dis, ça ne nous pose aucun problème. Non, mais attends, on va passer la parole après, c'est-à-dire chacun son tour. Je suis en train de dire que moi, ça ne me pose pas de problème. Par contre, je demande qu'on me dise, si on arrête le nucléaire, même progressivement, comment on fait? Ce que je constate aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne, qui a fait le choix de sortir du nucléaire, dit, elle écrit, et ça je le tiens du ministre de l'énergie allemand, qu'elle va mettre en place des cycles combinés gaz et qu'elle va faire fonctionner le maximum de centrales à charbon. Bien. Donc ça signifie... Ça vient du ministre de l'énergie allemand, je peux citer mes sources, ça vient du ministre de l'énergie allemand. Non. Je ne sais pas si c'est la conception, moi je n'ai pas cette conception-là de la démocratie. Je suis désolée. Alors lâchez le micro. On va vous changer. C'est de dire la vérité. Mais levez la main, le micro, nous Non, mais là, je suis vraiment désolée parce que vous allez vérifier sur toutes les sources sur Internet que l'Allemagne construit des cycles combinés gaz. C'est pas un mensonge, ça. Je suis désolée. Alors, si le débat est de ce niveau-là, c'est vrai que ça va être compliqué. J'arrête. Un mot, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer dans le débat. On a voulu ce débat volontairement largement pluraliste, c'est-à-dire qu'on a invité toutes les composantes de la société civile française, aussi bien les anti que les entre guillemets pro-nucléaires, ceux qui travaillent dans le nucléaire, ceux qui défendent cette industrie. J'ai rencontré M. Louis la semaine dernière, il y a eu un échange autour de cette question. C'est pas pour autant, c'est j'explique la semaine dernière, c'est pas pour autant que je ne l'ai pas invité ce soir. Donc, si vous voulez qu'on ait un débat serein, je vous demandez la parole, notre ami Eric vous donnera la parole dans la mesure où, parce qu'on va aussi vous projeter d'autres parties du film qui vous feront réagir sur un certain nombre d'autres sujets, hein, donc qu'on ait le respect les uns des autres. Et si tu permets, Eric, je donne juste la parole à M. Howe, puisqu'il doit partir, et pour redonner une petite réponse à la chose qu'elle a dit. Ensuite, c'est une électorale ou dans le je ne les oublie pas. Moi, je ne les oublie pas. Moi, je n'oublie pas, François. Non, très vite, hein, parce que les élus du secteur, évidemment, ont la priorité. Ce que je vais simplement dire, j'ai été interpellé par le monsieur, c'est pas à toi que je répondrai, c'est parce que je vais simplement dire au monsieur que la question de l'emploi, je l'avais redit parce qu'il a fait une intervention, était au centre également de nos priorités.
priorité en maintien d'emploi, je le confirme. Que deuxièmement, j'étais à Isaac au débat sur la 6e... Non, écoutez, ce qu'on a dit avant, écoutez Jean-Luc, que le débat soit respectueux. Ce soir, on ne sera pas forcément d'accord, mais j'insiste, il faut qu'on soit respectueux les uns des autres dans la diversité de nos opinions, parce que c'est bien d'avoir fait ce débat. Et dernier point, j'étais au débat de la 6e circonscription, et c'est moi qui ai répondu sur le sujet aux interpellations. Donc simplement, je ne rajoute pas, je crois que j'ai voulu simplement exprimer notre position, je crois qu'il y a de la diversité, je crois que le débat est riche, je forme le vœu que ce débat se passe dans le respect de la différence des opinions, comme l'a dit Jean-Luc. Et je m'excuse encore de devoir y aller, mais je crois que ce débat était important, fécond et riche, et je forme le vœu qu'il se passe bien. Merci. On va continuer. On aura la parole. Je propose qu'on fasse un effort pour s'écouter les uns les autres. Je ne vous jure pas de respecter scrupuleusement l'ordre des mains levées, mais j'essaierai d'être le plus objectif possible. Les premières mains que j'ai vues se lever étaient là. Après, il y a madame. Après, on ira par là. On a tout le temps. Voilà. Oui, André Olibus, président de la commission urbaine. Juste le langage de la vérité. C'est dommage que M. Homé parte. Qu'on ne parle pas de reconversion du site, qu'on nous parle de fermeture du site. Il faut avoir le langage de la vérité. Hein, parce que reconversion, il ne faut pas rêver. C'est un laboratoire de démantèlement, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est du pipeau. Alors, nous, élus du secteur, petits élus, hein, on est soucieux des ressources du territoire. En fait, on va supprimer des milliers d'emplois. Bien sûr, les gens d'EDF retrouveront un boulot, mais pas forcément ici. Fessenheim va perdre, allez, peut-être 200 ou 300 familles. Hein. D'autres villages de la région vont perdre plein de monde. Donc, forcément, ce côté humain est très important pour nous. Après, il y a la question des ressources. Hein. Il y a quand même des ressources. Des retombées. On n'aura plus des arrêts de tranche, on n'aura plus cet afflux de personnel qui venait consommer ici, se nourrir ici, se loger ici. On n'aura plus tout ça. Et comme on a déjà pas mal de chômeurs dans le secteur, et on peut vous dire, on en a 3 fois plus à côté, et ben on se pose logiquement des questions sur l'avenir de notre territoire. Alors, moi, je suis un peu... c'est bien les débats, hein, si on se respecte. Hein, juste, la question qu'il faut se poser, avec quoi on remplace l'énergie qu'on va arrêter ici. Hein, je pense qu'au niveau hydraulique en Alsace, on a fait pas mal de choses déjà. Après, on a parlé de solaire, on a parlé de il y a beaucoup d'économies d'énergie à faire, on est tous d'accord. Mais pour notre secteur, au-delà de l'énergie, pour moi, un président Comcom, ou nous les maires, c'est l'emploi qui nous préoccupe. Parce que sans emploi, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a rien. Ça va être... on va revenir avant le canal. Et j'ai aussi un peu peur que, en ayant tué, dans quelques années, la centrale de Fessenheim, on s'attaquera à d'autres choses. Je connais un peu les mouvements que vous représentez, hein, je ne les défie pas, c'est là, c'est bien. Mais bon, dans le débat on a vu avant, c'est mieux d'être un peu, je dirais, tranquille, débattre tranquillement et sûrement. Maintenant, nous, on se pose des questions. On nous a parlé d'un groupe de travail de M. Groth, député de l'Isère, qui devait, alors c'était le candidat socialiste qui nous a dit qu'il y a un groupe de travail qui est mis en place. Depuis les élections, M. François Hollande a été élu, c'est la démocratie, on accepte, et c'est plus M. Braun qui s'occupe du sujet. Et on sait depuis aujourd'hui ou hier que c'est un ministère, un nouveau ministère, donc un nouveau ministre qui s'occupe du sujet. Donc c'est le ministère de l'écologie. Alors écologie et industrie, je ne vois pas trop les rapports, on peut en avoir. C'est l'écologie. Ça devrait être l'écologie énergie. L'industrie et l'écologie. Mais pas l'écologie tout seul. Mais bon, c'est l'écologie c'est énergie. tout ce que j'avais à dire. Moi aussi, j'ai une réunion tout à l'heure dans mon village, au niveau électoral. J'ai un autre candidat à recevoir.
Donc je vais aussi vous quitter, et je passe vite la parole à François qui avait le mot à dire, maire de Blonsheim. Ok, donc François Béranger, maire de Blonsheim. Je connais très bien le sujet qui est abordé ce soir. Ça fait 33 ans que je travaille sur la centrale. Mais ce soir, j'interviendrai surtout en tant que maire. Donc, effectivement, je reprends les mots de André, là, quand on nous parle de reconversion, donc ce n'est pas de reconversion, j'insiste, c'est bien un démantèlement de la centrale. Quand on nous parle, quand on nous dit il n'y a pas, il faut qu'on. Non, je crois que ce sont des mensonges, ça ne marche pas. Aujourd'hui, j'ai dans ma commune 50 concitoyens qui travaillent à la centrale. 50 concitoyens, ça concerne donc 50 familles, environ 200 personnes. Aujourd'hui, elles viennent de voir, elles sont inquiètes. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Et ce ne sont pas que des agents EDF qui vont tous être reconvertis, ce sont des gens dans les servitudes, dans le gardiennage autre, qui ont très peur pour leur emploi. Ensuite, sur le bassin de vie, c'est quand même plus de 2000 emplois qui sont concernés. Donc je répète peut-être ce que dit André, mais je crois que 2000 emplois dans un bassin de vie comme le nôtre, c'est très très important. Ensuite, quand on dit on ferme la centrale, il n'y a qu'à faire des énergies renouvelables. Dans ma commune, j'ai signé des permis de construire aux 7000 m² de photovoltaïque. Tout le monde s'en réjouit. Le 14 juillet à midi, ça produit, c'est extraordinaire. Mais en hiver, tous ces panneaux photovoltaïques ne produisent pas. Aujourd'hui, le photovoltaïque produit à 100% du temps pendant 8,6%. Je pense que les techniciens vont faire le calcul. Donc, le photovoltaïque, il faut le faire et ce n'est pas la panacée. Non, non. Quand on parle d'hydraulique, je ne sais pas si vous êtes au courant. Sur le Rhin, nous avons un certain nombre de centrales hydroélectriques. En 2011, depuis 50 ans, c'est la première fois que l'hydraulique a produit aussitôt d'électricité sur le Rhin. Certains découvrent peut-être ce chiffre, mais ça fait réfléchir également. Du vent dans notre région, 17% de vent. Le vent ne produira pas d'électricité dans notre région. Donc je crois qu'il faut être réaliste, il faut garder les pieds sur terre, hein, et il faut arrêter de rêver. Ensuite, quand on dit qu'on a créé des emplois dans le démantèlement, je pense que tous les agents EDF présents dans la salle connaissent la situation de Crémaville. Crémaville, 800 employés, aujourd'hui 80 employés. Dans le secteur de Crémaville, l'urbanisme a été fortement impacté. Tout ce qui est les maisons, donc les agents sont partis, l'immobilier a chuté de 30%. Il faut le savoir. Dans une commune voisine de Crémaville, il y a une piscine. Et cette piscine, elle est fermée, tout simplement. Donc, tout le confort qu'ont pu bénéficier ces personnes, projetez-vous dans l'avenir, dans 5 ans, on sera exactement dans la même situation. Donc, je crois qu'il faut un débat. Je félicite Carpezo pour avoir organisé ce débat, et il faut un débat juste et honnête. Il faut arrêter de rêver, il faut garder les pieds sur terre. Merci.